Bonsoir à l'Afrique du dedans comme à celle du dehors, à ses multiples diasporas et ailleurs. Nous sommes heureux d'être parmi vous ce soir pour questionner à nouveau les problématiques particulièrement spécifiquement africaines. Ce soir, nous serons accompagnés des éminences grises comme à l'accoutumée. Nous avons reconduit ceux qui gagnent, le professeur Edouard Bokanye, chef du département d'histoire à l'université de Yaoundé 1. Une dame va apporter un souffle nouveau, c'est le professeur Cécile Ebossé, que certains d'entre vous connaissent déjà dans les médias. Elle est chef du département littérature et civilisations africaines. Nous attendons également un troisième invité, le professeur Marc Bruno Mailly. Ce soir, la thématique centrale est basée sur la renaissance de l'Afrique, les chantiers prioritaires. Et nous avons pensé avec ces éminences grises que les chantiers prioritaires de l'Afrique, de la renaissance de l'Afrique étaient notamment la religion et la langue. Comment faire renaître les religions ou la religion africaine? Comment faire renaître ou faire vivre les langues africaines qui ont tendance à mourir? C'est ces problématiques qui vont meubler l'essentiel de notre échange ce soir. Mais avant, nous aurons un sujet de mise en bouche. Vous avez pu, comme nous, assister de manière télévisuelle à l'intronisation du roi du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne, Charles III. Il a été donc intronisé et l'Afrique était représentée par ses chefs d'État, mais également par ses multiples diasporas. Nous allons essayer de voir quels sont les liens qui unissent à ce jour la vieille Grande-Bretagne à la Grande Afrique. C'est toutes ces questions qui vont nous permettre de vous entretenir pendant 90 minutes. Vous êtes scotché sur le canal 307 quand vous êtes sur Canal Horizon et sur le canal 27 quand vous êtes sur Créoling. Nous sommes sur Info TV. Nous prenons une transition et nous vous revenons. Nous avions annoncé leur nom et titre. Maintenant, vous verrez leur visage. Je vais commencer par la dame, professeur Cécile Ebossé, chef département littérature et civilisation africaine à l'université de Yaoundé. Bonsoir. Bonsoir. Heureux de vous recevoir sur ce panel. C'est moi qui suis ravie parce que c'est vrai que je viens régulièrement ici. Je commence à me familiariser à Info TV, mais je tiens d'abord à remercier tous ces téléspectateurs qui s'intéressent à Info TV. Nous sommes heureux de savoir que dans les sujets qui nous préoccupent ce soir, vous êtes particulièrement intéressé et impliqué, la renaissance de l'Afrique notamment. Oui, il faut savoir que les civilisations africaines s'occupent d'abord des normes, des valeurs, des artefacts et de tout ce qui est ensemble identitaire. Donc la racine d'un peuple, c'est d'abord son âme. Et l'âme d'un peuple, c'est sa vision, sa philosophie. Et il faut donc savoir que lorsque on a perdu cette âme, c'est-à-dire sa spiritualité, évidemment, on se dépersonnalise. Donc, les questions de la religion et les questions de la langue sont à la base même de la personnalité de tout individu. Rappelez-vous que si les esclaves reprennent leur nom aujourd'hui, c'est parce que eux-mêmes ils savent que le nom et l'identité de la personne est tout aussi rattaché à sa religion et à sa langue. Nous sommes heureux parce que vous permettrez aux Africains ce soir de mieux se retrouver dans leur identité fondamentale. À ma gauche, le professeur Edouard Bokanye, chef du département d'histoire à l'université de Yaoundé. Bonsoir, professeur. Bonsoir. Je voudrais, dans un premier temps, saluer tous vos téléspectateurs et leur dire merci pour l'intérêt qu'ils accordent à cette émission qui, je pense, est une émission extrêmement progressiste pour la connaissance de l'Afrique. Mais ils accordent aussi un intérêt à votre personne. Cet intérêt est certainement lié à la pertinence de vos analyses. Je vais essayer de continuer le raisonnement tel que nous l'avons toujours mené. Alors, vous vous sentez à l'aise dans les sujets que nous nous sommes proposés? Alors, nous l'avions annoncé d'antan, nous allons essayer de comprendre la posture et la position de l'Afrique à l'intronisation du roi Charles III. Sous fond d'image, je vais vous permettre de nous dire quel a été votre ressentiment ou votre sentiment tout simplement lorsque vous avez vu toute cette cérémonie,
cet apport des Africains à cette cérémonie qui est devenue comme un rituel chez les Britanniques et à laquelle les Africains ont donné une salve d'encouragement. Ce qu'on peut dire, c'est que le mot qui caractérise cette couronnation ou ce couronnement, c'est le mot évolution. Entre ce que les Africains si la réalisation peut nous permettre d'avoir des images de cette intronisation. Ce que la couronne britannique a représenté à un certain temps pour les Africains et ce que les Africains sont devenus pour elle, nous pouvons dire qu'il y a une évolution. Et elle est significative. Elle est significative du fait que les Africains commencent à civiliser la couronne. Ils lui apprennent à être ce qu'elle devrait être. Précisez ce propos-là. Les Africains commencent à civiliser la couronne. La rencontre des Africains avec la couronne au départ, c'est la rencontre des gens qui se croient civilisés et d'autres qui sont supposés ne pas l'être. Et puis aujourd'hui, pour qu'elle existe, cette couronne, elle a besoin d'Africains, elle a besoin de ces couronnes. Nous disons, c'est un signe des temps. Alors, merci. Professeur Ebossé, oui. Vous avez pu visionner comme nous autres ce couronnement du roi Charles III. Quel sentiment il vous a particulièrement inspiré? Permettez-moi d'abord de m'incliner devant l'humour de mon collègue, qui est la mémoire. C'est l'histoire, c'est un historien qui est la mémoire et qui, en une petite phrase, a résumé toute l'histoire. Donc en réalité, il y a d'un côté cette dichotomie des peuples barbares qui était du non-sens, ce que nous appelons de l'impensé, c'est-à-dire des non-hommes, et des invisibles. Et de l'autre côté, une grosse machine exploiteuse, oppressive, qui d'ailleurs a écrasé toutes les velléités de décolonisation dans sa grande machine, je vais dire dans ses colonies, c'est-à-dire le Nigeria, et ainsi de suite. Si on se rappelle de Lady Tinubu, donc il y a encore la stèle en pleine Yorubaland, donc on a tout écrasé. Et aujourd'hui, ces peuples barbares se retrouvent autour de cette couronne. Donc ça veut tout simplement dire que l'erreur qu'a commise la civilisation, la volonté, la velléité d'assimiler les autres, se retourne contre eux, à savoir qu'ils ont aujourd'hui besoin de ces peuples. Et qu'est-ce que finalement on peut en conclure? L'humanisme de la différence. On ne peut jamais assimiler un individu complètement. Il sera lui-même, il restera toujours ce que Édouard Glissant appelle le reliquat. Donc le reliquat, aujourd'hui, de ce qu'on appelle des peuples noirs, on ne sait même pas ce que ça veut dire, je passe au contrôle de mon collègue en face, il n'y a pas de noir, il n'y a pas de couleur, les humains restent les humains, mais ces peuples dits noirs, c'est-à-dire avec tout ce qu'il y avait derrière, ont aujourd'hui largement contribué ouvertement, parce qu'ils ont toujours contribué, mais c'était toujours occulté. Aujourd'hui, on n'a plus de choix. Et nous pouvons quand même remercier ce petit virus, lequel, Corona, qui a quand même montré les limites de cet Occident. Alors, professeur Bokani, si nous sortons de votre taquinerie humoristique, est-ce qu'on peut dire que pour le Royaume-Uni, l'Afrique est une partie de ce royaume ou simplement une greffe? Il faut dire devient, parce qu'à partir de l'humour de mon collègue, il dit qu'il y a évolution. Oui, c'est-à-dire vous ne pouvez pas analyser les rapports des Africains avec les Occidentaux en dehors du prisme historique. C'est ça? Qui est un départ malheureux et une arrivée où on essaye de construire un nouveau vécu.
Et je crois, les Occidentaux, ce gouvernement montre à quel point les Occidentaux sont embarrassés dans leur rapport qu'ils ont construit. Asymétrique. Le dialogue qui se construit, que tous les chefs d'État européens, parfois américains, autres qui viennent en Afrique, cherchent des mots pour dire aux Africains, nous sommes désolés, ce n'est pas comme ça. Ils regrettent vraiment le rapport qu'ils ont. Ils ont intérêt à regretter. Savoir s'ils regrettent effectivement, nous ne savons pas. On est dans la logique paternaliste. Ils ont intérêt à regretter parce que de plus en plus, il leur est plus évident à eux qu'aux Africains eux-mêmes qu'ils ne peuvent plus traiter les Africains comme ils les ont traités avant. C'est aux Africains maintenant de s'approprier de cette réalité qui est désormais la leur. Est-ce que les Africains en ont conscience? Est-ce qu'ils ne s'auto-vassalisent pas eux-mêmes? Les Africains ploient comme on peut ployer sous le poids de l'histoire. Ils l'ont subi. Et c'est un peu, quand vous vous réveillez d'un cauchemar, vous êtes encore entre le rêve et la réalité que vous vivez. Il vous faut un temps d'adéquation et d'adaptation pour vous remettre en train. Et c'est un peu dans ce clair-obscur que les Africains se trouvent. Nous espérons pour les Africains de sortir de ce clair-obscur. Mais quelle est la nouvelle relation que les Africains devraient établir, par exemple, avec le Royaume-Uni? Avant cela, Etunga Mangele a parlé d'un plan d'ajustement culturel. Un plan d'ajustement culturel. Et Charlie Gabriel Bock, dernièrement, a parlé de la décolonisation, n'est-ce pas, de l'Occident. Donc, ce n'est pas nous maintenant qu'il faut décoloniser, c'est eux qu'il faut décoloniser. Parce que vous savez, dans ce système-là, il y a deux complexes. Il y a un complexe d'infériorité et un complexe de supériorité. Il faut savoir que ces deux complexes-là sont malades. Ce n'est pas moi qui parle, c'est Fanon. Donc, ces deux complexes-là sont des grands malades. Donc, autant ce que mon collègue vient de dire, autant l'Africain sort progressivement de cette agonie, finalement, progressivement avec des séquelles, bien entendu, autant l'Occident, qui était sur un piédestal, est complètement confus. Parce qu'ils ne savent pas comment mettre les mots, ils ne savent pas. Entre-temps, il y a les Africains à la NASA, il y a les Africains partout, il y a les Africains à gauche et à droite. Entre ceux qui balaient et ceux qui sont en train de fabriquer les ordinateurs, voyez bien que les Africains sont partout. C'est très inquiétant pour eux. Ils n'avaient pas préparé ça. Est-ce que l'humanité à venir ne sera pas totalement africaine? L'humanité, qu'on le veuille ou non, eux-mêmes ils ont déjà calculé qu'en 2050, une personne sur 4, je ne sais pas, serait noire. Alors ils disent que les femmes africaines font beaucoup d'enfants, d'où ce qu'on voit maintenant, toutes ces maladies, tous ces trucs qu'ils inventent là pour stopper, ils sont dans le jeunisme, hein, pour stopper vraiment cette natalité galopante, puisque chaque fois qu'il y a un de ces discours, ils ne peuvent jamais terminer leurs analyses sans parler des femmes africaines et leur maternité. Je ne sais pas en quoi ils sont intéressés, mais une chose est sûre, c'est qu'il y a un problème du fait que la peur, donc mon collègue parlait tout à l'heure, que si les Africains reprennent la main, peut-être qu'ils leur feront pire que ce qu'ils ont fait. Ils ont cette peur-là. Donc il y a toujours cette peur que les Africains devenus ou redevenus les maîtres ne se souviennent. Que si ils savent que les Africains c'était des pharaons, ils connaissent bien l'histoire, hein. Alors, ne vous inquiétez pas. Ils ont peur que les Africains, s'ils redeviennent les chefs, les maîtres du monde, se souviennent de ce qu'ils ont subi. Tout à fait. Mais comment oublierait-il, professeur? Le poids de la mémoire. Le poids, c'est ça. Déjà, on revient à la question centrale que vous avez posée. Est-ce que l'humanité va devenir africaine? Non, l'humanité sera humaine. Oui. Fondamentalement. Oui, mais quand je dis va devenir africain, je veux dire, il y aura plus d'Africains. Il y aura plus d'Africains, ça c'est clair. Bon, nous ne savons pas parce si qu'ils les disent Africains... que notre démographie est très forte. Ils ont peur de notre démographie. L'ennui, c'est quels Africains y aura-t-il? C'est-à-dire... Ils ont peur du noir. La réalité... C'est une question qui se pose. Barack Obama devient président des États-Unis. Était-il noir? Non. Était-il africain? Non. Bon. C'est à vous de nous le dire. Hein. Non, la réalité, c'est que il y a tout un travail qui est en train de s'effectuer pour aboutir à une certaine forme d'universalité. Oui, mais malheureusement, ça ne donne pas.
Bon, non, c'est en cours. Le travail est en cours. Nous ne sommes pas à l'aboutissement. Bon, je ne suis pas... Je sais que la culturalité existe. Oui. Elles existent. Mais ce travail, d'après la perception occidentale et le couronnement du prince Charles, du roi Charles maintenant, le montre, atteste qu'on veut arriver à une civilisation de l'universel qui gomme les tragédies du passé. Est-ce que c'est possible? Est-ce que ça va être fait? On l'espère. En tout cas, les Africains essayent d'oublier eux-mêmes. Vont-ils y parvenir? L'avenir nous dira. Alors, chers téléspectateurs, vous pouvez évidemment réagir à ces problématiques à travers le numéro qui est affiché, soit sur WhatsApp, soit sur Messagerie 5. Nous sommes heureux de pouvoir échanger avec ces éminences grisses et nous lisons les premiers messages que nous avons reçus jusque-là. Voilà. Permettez. Bonsoir. Couronnement de la honte. Les Africains ne doivent même pas parler de ça en bien. Le roi Charles III, le roi Charles II, Charles III ou Charles II, il dit Charles II au XVIe siècle. Il dit bien le roi Charles II au XVIIe siècle. Non, n'appelez pas. Au XVIIe siècle, en investissant le fonds privé de la campagne royale britannique d'esclavagisme, avait vu l'or sur le chariot, se disant Loïc de Ngousso, ça vient d'où? Loïc pense que nous ne devons même pas évoquer ce couronnement du roi Charles, parce que ce serait le couronnement de la honte. C'est clair. Bonsoir le panel. Il n'a pas signé le message. Bon, nous allons accueillir le professeur Marc Bruno Mailly qui nous a rejoint sur ce panel. Professeur, bonsoir. Bonsoir. Nous nous sommes inquiétés. Nous avons pensé que vous avez été bloqué par le couronnement du roi Charles III. Quelque part, quoi. Puisque c'est eux qui ont les voitures qui bloquent les gens en route. Voilà. Notre première problématique était de voir le regard global que vous jetez sur la participation africaine à ce couronnement. L'Afrique était présente par ses chefs d'État, par les représentants de chefs d'État, mais également par les Africains, à la fois de la diaspora et de l'Afrique. Oui. Quel sentiment cela vous inspire? Bon, comme je dirais, mes figues, mes raisins, c'est pas quelque chose de très important pour l'Afrique que de savoir que un roi d'Angleterre se fait couronner roi d'Angleterre. Bon, c'est pas très important pour nous. Mais c'est quand même bien que nous marquions le coup pour que, comme on dit qu'il faut que les gens soient là, que nous aussi nous soyons là. Peut-être un peu, comme on parlait un peu d'histoire, il y avait une époque où nous étions plutôt les esclaves de ces gens-là. Nous étions là. Il est aussi bon aujourd'hui où nous ne sommes pas leurs esclaves, mais des gens qui observons ce qu'ils font. Nous sommes encore là. Ok. Donc, l'Afrique est ouverte au monde. Elle n'est pas fermée sur elle-même. Elle peut quand même montrer de l'amitié, même aux ennemis d'hier, je crois. Je ne sais même pas si c'est les ennemis d'hier, mais il faut comprendre pourquoi l'esclavage a été possible. Parce que l'individu qui était susceptible, en supposant que c'est ça qui s'est passé, de vendre un de ses frères en croyant, comme beaucoup, que c'est quand il va en Occident qu'il va trouver le paradis là-bas, c'est qu'il n'était pas bien informé. Donc je crois qu'aujourd'hui, il faut que nous soyons partout pour que nous aussi on voit. Les jeunes Africains sur Facebook ont coutume de dire aujourd'hui que hier vous veniez chercher nos grands-parents de force. Aujourd'hui nous sommes tous prêts, venez nous prendre. C'est-à-dire aujourd'hui les Africains veulent aller. Oui, sauf que... ce n'est plus possible. Non, avec le développement technologique actuel, je vois très mal les Africains aller encore remplir des rues vides. Mais ils veulent aller aujourd'hui. Hier, on les prenait de force. Aujourd'hui, ils sont disposés à aller. Et on crée des murs. Oui, mais qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? À la vérité aussi, l'Occident, c'est fini. Hein? Ah bon? Oui. Est-ce que ce n'est pas du catastrophisme? Non, ce n'est pas du catastrophisme. Non, je dirais que c'est peut-être rapidement dit. Oui. Mais c'est fini.
C'est-à-dire, c'est quand on est occidental, quand on voit les Occidentaux, la manière dont ils font des efforts pour se battre, insulter les Russes, insulter les Chinois, on sent que ces efforts-là ne les aurait pas fait il y a 50 ans. C'est fini. D'accord. Nous allons prendre une transition et aborder la problématique qui nous a réunis ici ce soir, celle de la Renaissance africaine. Nous sommes de retour sur ce plateau pour aborder la problématique fondamentale de nos échanges de ce soir. Il s'agit de la renaissance de l'Afrique. Et nous avons essayé de laguer des chantiers prioritaires. Nous en avons retenu deux. La religion, d'une part, mais également les langues, d'autre part. Professeur Marc Bruno Mailly, faut-il le rappeler, vous êtes à la base psychologue, mais vous avez également fait des travaux de philosophie, d'égyptologie. Je n'en dirai pas plus. Est-ce qu'il y a une religion qu'on puisse appeler fondamentalement religion africaine? Oui. Il faut qu'on se comprenne. Il y a une religion qu'on peut appeler religion africaine. Ce qui ennuie, c'est que lorsqu'on dit nommer cette religion africaine, les gens ne savent plus comment la nommer. Pour chercher à nommer la religion africaine, il faudrait l'appeler d'après son nom égyptien, la Dwayet Nature, c'est-à-dire l'adoration, la vénération de la divinité ou des divinités. Donc il existe bel et bien religion africaine. Puisque toutes les religions africaines précoloniales, soi-disant, en fait, tirent leurs origines de la vallée du Nil. Les historiens sont là, ils le savent sans doute mieux que moi. Alors, professeur Edouard Bokani, l'Afrique en tant qu'humanité, si nous pensons que la religion ou l'esprit religieux est étroitement lié à l'humanité, a-t-elle eu une religion fondamentale ou fondatrice? Bon, il faut déjà partir de la définition d'Émile Durkheim sur le phénomène religieux, dans les formes élémentaires de la vie religieuse. Qu'est-ce que la religion? Qu'est-ce que dans sa nature? La nature, il l'appelle le phénomène sociologique le plus pérenne de l'humanité. Il n'est pas d'humanité qui n'est pas une forme de religion. C'est-à-dire ce que Van der Leeuw appelait Verzeih nicht zu Überlegenheit. C'est-à-dire la relation à une transcendance. Les Africains ont eu une telle relation avec ils ont toujours eu cette relation. De ce point de vue, on peut affirmer sans contredit que quand on scrute l'Afrique, partout où elle s'exprime, elle possède une religion, une forme de religion. Une religion qui lui est typique, qui reflète sa nature, qui reflète sa personnalité, qui reflète son âme et qui est la même tout au cours de son histoire, dans ses manifestations. Et elle n'est pas seulement la même dans ses principes, elle est diverse dans ses manifestations. Donc, il y a une religion africaine. Alors, professeur Cécile Ebossé, si nous sommes d'accord avec les deux précédents, que l'Afrique a une religion, quelles sont les caractéristiques fondamentales de la religion africaine, à votre avis? Plusieurs éléments peuvent caractériser cette religion. Parce que j'ai eu quand même la chance de voir des personnes âgées lorsque j'étais petite, c'est-à-dire quelque chose sur le terrain qui ne demande pas forcément des livres. Et partir au Brésil et assister aux manifestations des cultes vaudous d'un côté, mais aussi des cultes de le bantou de l'autre côté, qui est une forme de syncrétisme entre le bantou et entre le vaudou et nos religions bantou du Congo, surtout venant de la zone de l'Angola. J'ai constaté, personnellement, que, nous avons la notion de la voyance, que j'ai trouvé tout à fait universelle, c'est-à-dire qu'on ne peut pas entreprendre aucun élément de guérison, ni de hiérophanie, même s'il y a la théophanie. Mais les éléments de la nature, dans tout, que ce soit nos ancêtres ici, que ce soit au Brésil, sans tenir compte de l'importance des éléments de la nature comme étant d'abord des éléments sacrés. Est-ce à dire que la religion africaine est une religion naturelle? Non, c'est-à-dire qu'on tient compte de la cosmogonie.
des forces de l'univers. Parce que l'homme n'est pas le divin, n'est pas le tout sacré. Tout n'est pas dans l'anthropomorphie. Donc, les éléments de la nature forment un tout. Et c'est ce que les Blancs ont nettoyé aujourd'hui en parlant de l'écologie. C'est-à-dire, ils découvrent ce que les Pygmées ont déjà pratiqué depuis des millénaires. Hein? C'est toute une chaîne de l'interdépendance. C'est-à-dire que l'homme africain, que j'ai vu ici, et que j'ai vu dans le Nouveau Monde, conservé dans le Nouveau Monde, il y a aussi le retour, par exemple, les Babalola à Salvador de Bahia, il y a le retour de la couleur rouge et la couleur blanche. Maintenant, n'étant pas initié, il y a beaucoup de choses qui m'échappent, parce que je reste d'abord universitaire. Donc, il faut que je sois humble, parce que je n'ai pas l'herméneutique de cette récurrence du rouge et la récurrence de la couleur blanche. Les grands prêtres vaudous sont toujours en blanc. Et chez les peuples bantous, il y a le culte avec le rouge. Donc, par exemple, ces éléments, cette récurrence, mais aussi la question de la voyance, avant d'entreprendre quoi que ce soit, j'ai trouvé, par exemple, que dans les rues de Feira de Santana, c'est-à-dire à Salvador de Bahia, l'État brésilien a admis que les hôpitaux, on peut y aller, mais on peut aussi voir un Babalola sans avoir peur de quoi que ce soit. C'est-à-dire que le président brésilien, même si, comme il était là avant, Bolsonaro qui avait l'air raciste, il ne peut pas sortir de chez lui pour aller entreprendre quoi que ce soit sans entrer chez un Babalola. Les Babalola sont les grands prêtres. Ces grands prêtres, comme on appelle en Guadeloupe les Tibois. Donc ces gens-là sont devenus quelque chose d'officiel. On va d'abord consulter un mage, avant d'entreprendre quoi que ce soit. Et c'est tout à fait naturel. D'accord. Voilà. Professeur Marc Bruno, je m'excuse. C'est normal. Revenir sur la caractérisation des religions africaines. Le professeur Ebossé a évoqué quelques aspects. Oui. Elle dit que la voyance est un pilier de la religion africaine. Les oracles, les indiquer d'autres piliers de la religion africaine ancestrale. Je pense que il est assez difficile de parler pour un Africain de parler de religion africaine, généralement parce que les Africains ne savent même pas qu'est-ce qu'une religion africaine. Généralement, bon, on essaye d'inventer le discours. Je pense que pour qu'on se rassure qu'il y a religion, il faut d'abord se noter que rien n'est abstrait et tout a une continuité. Ce que nous ne comprenons pas, ce sont les origines égyptiennes du discours. Je vais prendre par exemple un élément fondamental et qui a été, sur lequel les Africains devraient pouvoir se fonder. Pourquoi adorer la divinité? C'est-à-dire que la religion africaine n'est pas un endroit où on va prier. C'est pas quelque chose comme ça. C'est d'abord l'adoration de la divinité. Doit être nature en égyptien pharaonique. Pourquoi? Si vous regardez les textes égyptiens, on vous dit non. Le Dieu, il faut adorer la divinité parce qu'en réalité, c'est elle qui est à l'origine de tout. Elle a tout créé. Vous devez adorer ce qu'elle a fait et au moins vous reconnaître dans ce qui a été fait de bien sans avoir comme concession que vous gagnerez quelque chose. Donc ça, c'est déjà un des éléments fondamentaux. Donc, il n'y a pas l'idée d'une rétribution dans il n'y a pas l'idée d'une rétribution dans la mentalité religieuse africaine. La rétribution, c'est une invention ou un apport occidental ou islamique. Un Africain adore la divinité, n'attend rien. La divinité. Oui. Voilà. Et l'aspect de la voyance dont elle a profondément parlé, est-il central dans la religion africaine? Je pense que ce n'est pas un élément fondamental religiosité. Mais nous le voyons parce qu'après la destruction coloniale,
Parce que les Européens ont bien fait de détruire les religions africaines. Quand vous venez quelque part et vous détruisez en masse quelque chose, c'est le peu qui reste que les gens essayent de comprendre. La voyance n'est pas un élément fondamental de culte, mais c'est un élément sans lequel certaines parties du culte n'ont pas lieu. C'est-à-dire, je peux vivre sans voyance. Mais dans la réalité, il y a des choses qui sont là. C'est-à-dire, les religions africaines, les temps de prière, les Africains sont, dit-on, fondamentalement religieux. Et il y a des moments de prière, des moments de concentration, des moments où on fait attention à telle ou à telle autre chose. Il y a ça, des moments où on invoque les divinités, et ainsi de suite. Il y a plein de choses. Des moments où certains rites ou rituels devraient être accomplis. Et quand on parle de religion, et c'est là où elle fait bien de citer, par exemple, de faire retour au Vodun, du Bénin et ailleurs. C'est-à-dire, il faut tenir compte qu'il y a des structurations religieuses avec clergé, alors que dans la région, et chez nous, les Bantous, en gros, nous n'avons pas ces éléments de clergé-là. C'est-à-dire, ce serait plutôt à peu près une sorte de religiosité sans prêtre. Alors, professeur Edouard Bokani, l'historien que vous êtes, quels sont les éléments qu'il a retenus de la pratique religieuse africaine dans l'ancestralité? Bon, la première chose, et peut-être que je vais m'inscrire un peu en faux, avec la dichotomie qui est faite entre les cultes structurés, déstructurés et les cultes bantous qui seraient déstructurés. Il n'existe pas de système religieux qui n'ait pas une maîtrise clairement établie, chez les bantous comme partout ailleurs. Alors, ce qui se passe, c'est d'abord la religion et une relation à une transcendance. Ensuite, elle est une représentation de l'univers à l'échelle du monde. C'est ça. Et cette schématisation de l'univers le classifie en différents ordres et classes qui vont du minéral, végétal, animal, humain, tous les forces ancestral, génie, esprit, Dieu et la transcendance universelle qui les coiffe toutes. Tout ça évolue comme une espèce de concaténation, un ensemble, dans lequel le sujet africain religieux cherche à s'insérer. Oui, c'est la hiérophanie. Créer une harmonie. Et je reviens à ce qu'il avait dit, le mot central, la pensée égyptienne, la mahat, c'est-à-dire cette espèce d'entente cosmique, oui. Cet ordre suprême où tout est harmonie, équilibre, justice et vérité. Non, c'est ça l'essence de la religion africaine. Je vais poser une autre question. La religion africaine fondamentale, elle est monothéiste ou polythéiste? Elle est les deux. Elle est les deux. C'est l'un et le multiple. L'un parce que en réalité, dans la pensée africaine, il n'existe pas une différenciation entre l'homme et Dieu. L'homme est en Dieu. Et c'est pourquoi le professeur disait que l'idée de sotériologie et de salut qui est si chère, c'est-à-dire un homme extérieur à Dieu qui s'efforce d'y rentrer, ne peut pas exister chez les Africains. L'homme est en Dieu. Il est dedans. C'est-à-dire son combat, sa nature d'être vivant, est le même combat que les plantes. C'est le même combat, c'est s'insérer dans l'ordre auquel il appartient. C'est l'essence de la religion africaine. Professeur Maillé, vous êtes d'accord que la religion africaine est à la fois monothéiste et polythéiste? Mais bien sûr. Je dirais simplement, je pense pour ma part que c'est peut-être pour que le professeur Bokani ne veut pas connaître sur la tête des gens. La religion africaine est monothéiste. Depuis l'Antiquité, et elle l'a toujours été. Mais il faut dire que les étrangers ont bien fait de venir trouver n'importe quoi chez nous. Ou bien de prendre, d'essayer de lire nos discours en fonction de leur grille. Ce que le professeur veut sans doute dire, c'est qu'il y a une construction de haut, de bas vers le haut. C'est-à-dire que quand vous agencez les éléments, ça vous donne une pyramide. On suppose que s'il y a une divinité suprême, entre guillemets, en haut, tous les autres ne sont fonctionnent en réalité comme ses lieutenants. De ce point de vue,
On peut, comme les autres disent qu'un ange n'est pas Dieu, même si on reconnaît que si l'ange existe, il a suffisamment de puissance pour que les gens le prennent parfois pour Dieu. Hein? La religion africaine est réellement monothéiste. Et c'est le monothéisme africain que toutes les autres civilisations du monde ont recopié. Mais elle croit en quel Dieu si elle est monothéiste? La religion africaine croit en Dieu. En réalité, on peut imaginer que chaque ethnie a son mot. Parce qu'en réalité, les ethnies, c'est quoi? C'est les gens qui se sont éparpillés. À force de s'éparpiller, chacun a adapté la logique commune. Bon, c'est pour ça que quand on revient, le Dieu a bien ça. Ça dit, si je reviens dans les textes de base égyptiens, le Dieu c'est Amon. Il est le seul Dieu. Mais j'imagine que le Dieu c'est Amon. Alors, professeur Cécile Bossé, votre point de vue sur la question du monothéisme et du polythéisme la religion, il y a les religions chez les Bantous. Moi, je suis Douala. Et nous avons le culte des Miengu, qui est une religion, la religion des Miengu, c'est-à-dire que nous avons le dieu de l'eau. Mais le dieu de l'eau que nous pouvons calmer lorsque nous voulons avoir des richesses, lorsque nous voulons, et puis il faut savoir que nos religions recherchent aussi des richesses, on veut des récoltes, on veut aller à la pêche et faire avoir beaucoup de poissons. Ce n'est pas les Blancs qui nous ont amené ça. L'homme bantou, c'est que lorsqu'il va dans la forêt, oui, bien sûr, il va à la forêt, il veut être un grand guerrier, il veut ramener un éléphant, celui qui tue les sangliers et je sais pas trop, les biches, c'est pas la même chose que quelqu'un qui a ramené un éléphant. Donc la puissance que celui mystique de celui qui a amené l'éléphant, ce n'est pas la même puissance, ou alors celui qui a tué la baleine, ce n'est pas la même puissance que celui qui a tué le bandiamoto avec le panier. Donc ce que je voulais dire ici, c'est que le phénomène de totémisation qui fait partie de nos religions fait en sorte que la hiérophanie, c'est-à-dire avoir une plante qu'on garde, qu'on prie, qu'on vénère et tout, mais par l'intermédiaire du Dieu très haut, mais qu'on ne peut pas toucher. C'est-à-dire que ce n'est pas les Occidentaux qui nous ont appelé le Nzambi. Mais s'il y a un Dieu très haut, est-ce qu'il y aurait plusieurs dieux très hauts? Non, mais c'est lui qui a créé les forces que nous avons de l'univers. On peut donc penser qu'il y a des divinités, mais pas forcément des dieux. Non, il y a la théophanie. Hein. Nous avons la théophanie. Même ici, Eliade qui a travaillé chez les Indiens d'Amérique l'a vu. Or, ces Indiens d'Amérique ont pratiquement les mêmes croyances que nous ici en Afrique. Donc nous avons un Dieu très haut. Mais chez les Bantous, par exemple, ce Dieu-là, il est très occupé. Il ne s'occupe pas des choses d'ici. Donc, c'est par exemple quand... Il a donc envoyé des lieutenants pour s'occuper. Non, ces lieutenants, c'est nous-mêmes. C'est-à-dire que chaque être humain est un démiurge. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est des sociétés d'une relation de cause à effet. Par exemple, lorsque je descends ici et que j'ai envie d'aller chez Bokani et que je colle mon pied sur une pierre, ça interprète quelque chose. Donc tous les éléments sont interprétables et tous les éléments participent à la divinité. C'est comme ça. Il n'y a pas tous les éléments sont sacrés chez l'homme noir. C'est-à-dire qu'il se méfie, que ce soit de l'insecte, que ce soit de ceci. C'est pour ça que les Blancs ont amené le mot superstition. Mais chez les Africains, ce n'est pas de la superstition. C'est-à-dire que les messages peuvent venir de chaque élément de la nature. Et ces éléments de la nature-là ont une interprétation et peuvent vouloir vous dire quelque chose. Et y compris même le message que, par exemple, un voisin ou je veux dire, n'importe quel, il n'y a pas de différence entre un être humain et puis la pierre, et puis en termes d'interprétation, en termes d'herméneutique. D'accord. Donc, chez le Bantou classique.
Nous allons encore interchanger avec nos téléspectateurs. Salut le panel. Je voudrais le contact de la dame sur le plateau. Ondoa de Djou. Bon. Bonsoir, belle émission. Je constate pour le déplorer que vous ne donnez pas suffisamment la parole à la dame sur le plateau. C'est vrai. Non. C'est vrai, ouais. Non. Il faudrait qu'on ajoute d'ailleurs. C'est vrai. Bonsoir, grand frère. Ici au port de Douala, nous sommes... Bon, non, vraiment, nous ne sommes pas là pour résoudre les problèmes des gens qui sont licenciés au port. Le professeur Maï a raison, car l'Occident a atteint son apogée comme le reconnaissait Obama en 2008 et Macron en 2022. Le prochain en lice, c'est l'Afrique. Puis maintenant, c'est l'Inde. Oui. Voilà. Bonsoir le panel. Bon. Oh non, vous respectez mes panélistes. Nous lisons dans la simple messagerie. Bonsoir à vous le plateau, en particulier au professeur Bokaye dont je salue la pertinence. L'Afrique ne conçoit pas la notion de prière, car prier Dieu, c'est mettre en doute sa divinité. L'homme est une création divine, il est de fait divin. C'est l'une des caractéristiques de la spiritualité africaine. Ingene, parfait depuis Yaoundé. Bonsoir, chers panélistes. La religion africaine est monothéiste, mais les rituels diffèrent d'une culture à une autre. C'est la même chose avec les Occidentaux qui prient Dieu et prient aussi les anges. Cessez de diaboliser les divinités africaines. Léonce de Edea. Bon, c'est pas sur ce plateau qu'elles ont été diabolisées. Bonsoir, le plateau. Kessi Etienne depuis Edea. L'Afrique ne renaîtra plus parce qu'on a perdu 90% de l'Africain qui ne connaît même pas l'histoire du continent africain. Bonsoir au prof, merci pour ce thème. Ça me fait penser à mes cours de philosophie en terminale, la dialectique du maître et de l'esclave. Mohamedou Sabiou, FNE. Bon, nous allons revenir sur le plateau et présenter nos excuses à ceux qui nous font le procès de ne pas suffisamment donner la parole à la dame. Nous le faisons, nous ne sommes pas des misogynes. Alors, professeur Ebossé, pour faire plaisir à ces téléspectateurs faites votre plateau. Qui revendiquent que nous vous donnions davantage la parole. Nous sommes en train d'évoluer vers une idée fondamentale. Mais la question essentielle, comment retourner à nos religions ancestrales actuellement? Il faut d'abord savoir que la pénétration européenne avait un projet. Le projet était de prendre les ressources. Or, pour prendre les ressources, il faut une sentinelle. La sentinelle, c'était la côte. La grande chaîne, c'était la côte. Alors, il fallait montrer que ceux qui sont à l'intérieur étaient des sauvages et que vous qui êtes à la côte, vous êtes plus civilisés. Comme ça, la porte sera plus ouverte et on entrera. Le deuxième point, c'était de faire le lavage de cerveau. C'est-à-dire amener à faire comprendre à ces peuples que tout ce qu'ils possèdent ne sert à rien. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire apprendre à l'autre à se désapprendre. Lorsque vous ignorez qui vous êtes, on peut donc effectivement vous malmener, vous exploiter, vous malaxer, comme on dit ici, comme on peut. Et là, on nous a dépossédés. Le pilier sur lequel on se tient, c'est quoi? C'est cette croyance. Donc, pour pouvoir reconstituer, c'est un travail de longue haleine. Mais c'est extrêmement difficile. Pourquoi? Parce que entre-temps, les gens pensent par la pensée de l'autre, la vision et la philosophie de l'autre. Conséquence, on est dans une espèce d'ambiguïté. Même ceux qui prétendent mordicus, montrer qu'ils sont vraiment, ils sont des grands militants pour le retour des religions africaines,
parfois, ils ont du mal, même pour leurs propres enfants, à leur apprendre même la langue de la maison. Donc, si vous-même, vous ne pouvez même pas prêcher par l'exemple, c'est-à-dire que cette religion, vous ne cherchez même pas à comprendre effectivement comment est cette religion. Nous avons trouvé un raccourci. Beaucoup de gens, ils vont dans les bibliothèques, ils prennent les ouvrages de Cheikh Anta Diop, ils les lisent, ils comprennent pas. Ils sont déjà tous diopiens, ils sont déjà tous kémites, évangéliques. Voilà ce qui arrive aujourd'hui. Donc, cette complexité rend les choses bien plus difficiles. Parce qu'aujourd'hui, figurez-vous, on ne sait plus qui est panafricain, qui est de la maths, qui pratique la maths, qui est égyptologue, qui est kémite, on ne sait plus rien. Donc, moi, à mon humble avis, je commence à prêcher par rapport à moi-même, c'est que nous, les peuples de l'eau, nous avons un culte qui est le culte des Mingu, c'est-à-dire des Mamiwata. Ouais. Vous faites la promotion de ce culte? Non, je dis que nous, à la base, oui, avant que les Occidentaux n'arrivent. Mais je dis, vous faites la promotion de ce culte. Non, c'est votre culte. Vous le reconnaissez? Non, je ne suis pas en train de faire la promotion. Ce n'est pas faire sa promotion. Non, je ne suis pas en train de faire la promotion. Il faut enlever ces termes. Je pose la question. Non, je suis littéraire, donc les mots ont leur sens. Je ne fais aucune promotion. Je dis qu'à la base, vous avez posé une question. Comment faire Je suis en train de dire donc que nous, de la côte, nous avons le culte des Miengu. Donc, pour pouvoir revenir dans ce culte des Miengu, il faut d'abord arriver à neutraliser ce protestantisme qui est, je ne dis pas qu'il est envahissant, mais je veux dire que les côtiers sont pratiquement à 95% protestants. Donc, est-ce que ce protestantisme qui est devenu aussi syncrétique, c'est-à-dire il n'est plus le vrai protestantisme de Basel Mission à Zurich, est-ce que ce protestantisme que nous avons africanisé là, est-ce que nous allons le quitter pour retourner au culte de l'eau? Est-ce qu'il y a encore des grands prêtres qui peuvent le faire? Donc tout ça, c'est un travail de longue haleine parce que ce qu'on a détruit, c'est facile de détruire, mais pour reconstruire, c'est plus difficile. Et il y a beaucoup de gens, nous avons dans nos cultes beaucoup de secrets, et il y a beaucoup de gens qui sont morts avec beaucoup de secrets. Est-ce que lorsque ça va revenir, est-ce que ça ne peut pas être une forme d'escroquerie? Au lieu que on dise, bon, vraiment nous avons perdu des choses, on ne peut plus, on essaie de reconstituer des bribes hybrides, et on commence peut-être à escroquer les gens en disant que voici le culte des miens, alors qu'en réalité, ce n'est plus ça. Donc, pour ma part, je pense qu'il faut que les gens s'asseyent. Les grands, ceux qui restent, essayer de racoler ce qu'on peut encore racoler et voir effectivement. Ce n'est pas une décision d'un plateau de télévision pour qu'on dise effectivement ce qu'on va faire. C'est un travail collectif d'une communauté. Et après ça, on voit avec chez les Bassa ou chez les Mbamois. Et après, on va au niveau de l'Afrique avec le vaudou. Comment on peut fusionner? Qu'est-ce qu'ils ont en commun? Ainsi de suite, d'autres cultes Yoruba, ainsi de suite. Donc, c'est un travail de long à l'heure, de communauté à communauté. Et après, on voit les passerelles. Est-ce qu'il y a eu des passerelles entre le vaudou et le gondo? Est-ce qu'il y a des passerelles entre les cultes Yoruba et d'autres? Donc, moi, je crois que c'est un travail progressif. Exactement comme la constitution du continent africain. J'aimerais poser une question très simple. Ce n'est pas les Miengu là qui sont le Djingu. Le Djingu, c'est le singulier. Djingu, c'est le pluriel. Oui, ce n'est pas le Djingu. Oui, c'est le Djingu. Oui, le Djingu, c'est le singulier. Alors, professeur Mayi, je vous pose à vous aussi également la question. La même question, il te pose la même professeur Mayi, comment vous pensez que nous puissions reconstituer le culte africain? En se posant, le culte, c'est une manière de pratiquer la religion. De pratiquer une religion. Ce n'est pas la religion en elle-même. Comment ramener déjà le culte africain?
Je pense que faut d'abord que l'Afrique et ses cultes soient concurrentiels. Parce que ce qui s'est passé, c'est que les Européens nous ont rendu service en détruisant nos bases culturelles. Et parmi ces bases culturelles, il y avait les bases religieuses. Avec ceci que, pratiquement, en ce moment, on ne comprend plus ce dont on parle. Il faut donc savoir très bien. Les Africains devraient être capables non seulement de comprendre eux-mêmes qu'est-ce qu'une religion et comment les Africains eux-mêmes appelaient la religion et comment ils la considéraient. Et jusqu'à présent, le modèle le plus certain de la religiosité africaine est susceptible d'expliquer toutes les autres formes de religiosité africaine, je veux dire, c'est la religion égyptienne. Parce que c'est elle-même qui a donné le reste. Sinon, on va commencer à dire des choses parfois pas assez étranges. Mais est-ce qu'on peut retrouver cette religion? Mais bien sûr. De quelle manière? Mais bien sûr. La question. La religion africaine, d'abord, il faut comprendre cette affaire. Elle a au moins le mérite d'être écrite. Parce que la religion africaine est une religion du livre. Elle a le mérite d'être écrite. Ça veut dire que tous les individus qui s'intéressent à l'histoire écrite de l'Afrique sont au courant de à quoi ressemble cette religion africaine. Vous la mystifiez? Non. Mais non, tous les gens... C'est notre panel à comprendre. Le panel, il faudrait qu'ils s'intéressent à l'Égypte pharaonique, qu'ils s'intéressent à tout ça. Mais je vais utiliser votre terme, mais de manière non mystique. C'est-à-dire parce qu'il y a des gens qui ont l'impression que quand on va vers l'Égypte, c'est pour faire de la magie ou autre. Là, si on voulait parler de la magie, on en parlerait. Si on voulait parler du jingo, si vraiment ça a un sens, on pourrait en parler. Mais parlons de la religion. Bon, donc, comme nous parlons de la religion et pas d'autre chose, je dis juste qu'il faudrait que les gens prennent d'abord connaître la partie écrite de la donc culture africaine. Vous dites qu'il y a des références écrites qui peuvent nous permettre de nous constituer. C'est-à-dire que les gens s'intéressent à la religion égyptienne. Un. Et deux, s'ils la comprennent très bien, ils verront que, comme c'est cette religion qui a donné les autres, ils auront, à un certain moment, ils auront les codes qui leur permettront de circuler du nord au sud du Sahara sans se casser la tête. D'accord. Professeur Bokani, vous, en tant qu'historien, vous avez retrouvé les traces écrites de la religion ancestrale? Bon, disons déjà dans un premier temps que l'Égypte ancienne est la plus lointaine civilisation africaine que nous connaissons qui a livré ce qu'elle était sur écrit. L'Égypte ancienne parle d'elle-même. Et les travaux de Cheikh Anta Diop ont démontré que cette Égypte ancienne a un lien assez fort avec un grand nombre de cultures du sud du Sahara. Tous les travaux qui sont en train d'être esquissés dans les différentes universités, les cercles de recherche et autres, attestent que cette parenté culturelle est démontrée. Alors, s'il y a une religion africaine, elle serait effectivement égyptienne. Quelle était-elle, la religion égyptienne? Vous dites que l'Égypte parle d'elle-même. Oui. Ça veut dire qu'elle est écrite, cette religion aussi. J'allais en parler. Voilà. La religion égyptienne possède ce que nous appelons un dogme, c'est-à-dire un ensemble de croyances codifiées qui explique un certain nombre de concepts. Comment l'univers est venu à l'existence, comment il est organisé et quelles sont les hiérarchies qui régissent les différentes composantes. C'est d'une certaine clarté. D'ailleurs, le christianisme n'est qu'un succédané de cette interprétation-là. C'est-à-dire, sur le plan de la supériorité intellectuelle, la religion égyptienne est comme au christianisme, c'est qu'un docteur serait un étudiant du cours moyen 2. Oh là là. L'équivalent. Oui. Je n'exagère pas. Non, oui, si vous n'exagérez pas, pas. Pourquoi cette peur à retourner donc à cette religion? Oui, mais cette peur, justement, cette peur, c'est l'esclave, ou si vous voulez, le mouton qui est resté très longtemps sur son piquet. On a enlevé le piquet, il est resté là sur place, il ne peut plus aller plus loin. Mais vous, les intellectuels, quand j'ai parlé maintenant, j'ai essayé d'évoquer le mot promotion. Professeur et... Non, ce que j'ai fait, j'ai mis un ordre de grandeur. Oui. L'Égypte, c'est le doctorat
Ouais. Le christianisme, c'est le CM2. Vous avez tiqué tout de suite. Alors, que faire donc? Vous avez tiqué tout de suite. J'ai tiqué parce que je l'apprends. Que l'Égypte, c'est le Oui, mais ça veut dire que vous-même, vous avez un cerveau lavé. Non, mais je ne suis pas panéliste. Non, vous n'avez pas, vous n'avez pas le cerveau lavé, mais vous avez entendu dire des choses. Et vos téléspectateurs, probablement, ont entendu dire un certain nombre. Ils ont été formés, ils ont été instruits. On leur a dit des choses. Et ils y croient. On leur a dit que Jésus-Christ... Est-ce qu'on leur a proposé autre chose? Est-ce qu'on voulait leur proposer autre chose? Est-ce que vous... Non, la question, c'est qui? Qui? Non, qui? Parce que ceux qui leur ont proposé, ceux qu'ils savent maintenant, comment l'ont-ils fait? Comment s'y sont-ils pris? Parce que ce ne sont pas des choses... Ce sont des choses qu'on leur a proposées pendant des décennies, des siècles même parfois, et souvent avec des méthodes d'endoctrinement incroyables. Ce par quoi l'Afrique est passée pour apprendre ce qu'elle a appris maintenant, c'est pour cela que eux, les Occidentaux eux-mêmes, ont admis que ce qu'ils ont fait en Afrique, la traite négrière, la colonisation, ce sont des crimes contre l'humanité. C'est eux qui ont dit ça. Et la mission chrétienne était part intégrante de ce travail. Comment désapprendre? Alors, pour désapprendre, ouais, nous commençons par un préliminaire assez simple. Nous leur disons, il existe autre chose. L'Afrique avait autre chose. L'éducation. Nous le disons, on n'admet même pas qu'on le dise. Mais vous le dites. Nous disons, on va même plus loin. On dit, ben vous dites, Jésus-Christ est né d'une vierge. Mais Osiris était né d'une vierge. Jésus-Christ est mort et ressuscité. Osiris est mort et ressuscité. Jésus-Christ va épouser l'Église. Et il va habiter en Nouvelle-Jérusalem. Ça, c'est ce qu'on leur enseigne. Osiris a déjà épousé Isis. Il habite à Menta. C'est-à-dire, Jésus-Christ aspire à devenir ce qu'Osiris est. Le christianisme est une pâle copie. C'est un plagiat. C'est un plagiat. C'est un plagiat. Une pâle copie de ce que la foi égyptienne est. Il lancerait totalement comme la mère kangourou pendant le petit à sa poche. Oui, c'est un plagiat. Oui, mais vous avez été plagié. Oui, l'Afrique a été plagiée. Oui. Mais elle-même, elle ne se retrouve plus. Mais justement, parce qu'elle a été démantelée. Elle doit retrouver le modèle original, l'archétype. Non, la recherche de l'archétype, il ne faut pas non plus fonctionner dans la démagogie. Ouais. Il faut savoir que l'archétype, on est dans un processus. La vie elle-même est un processus. C'est pour cela que les mots pureté, authenticité, archétype, ça c'est des éléments qu'il faut toujours remettre en question parce qu'on est toujours en train de... On est en plein process. La vie est une dynamique. Donc on avance. Tous les éléments, tout ce qu'il est en train de dire là, même la colonisation et l'esclavage, tout ce que tu peux imaginer, c'est l'histoire. Ça fait partie du cours de l'histoire de l'homme. Donc, ce qu'on peut faire, c'est ce que je disais tout à l'heure, que vous ne prenez peut-être pas en compte parce que je suis une femme. Oh non! C'est la réflexion perpétuelle pour essayer de colmater. Mais même si vous retournez dans les DOP, vous allez vous rendre compte qu'il y a certains éléments de ce temps-là qui ne peuvent plus trop s'adapter avec la vie d'aujourd'hui. Parce que la vie, c'est un long fleuve avec les écueils qu'on rencontre en route. L'histoire de l'Afrique est aussi liée à l'histoire précoloniale, mais elle a aussi eu des reconfigurations avec l'esclavage et la colonisation. Donc, vous avez par exemple les peuples kirghizes qui sont allés vers les montagnes. Est-ce que ces peuples-là n'ont pas perdu en fuyant certains des éléments culturels ou alors de leur religieux? Je vais encore revenir au Brésil, où les esclaves ont construit une église à Pulerino, où ils ont mis donc ce Jésus-Christ-là, comme vous avez mis également. Derrière, c'est Échou, dont Isis, Osiris, puisque tous ces noms là, Isis, Osiris, on les retrouve aussi en Yoruba. Tous
toute la religion yoruba du vaudou est basée sur le culte kémite. Ça, c'est connu. Toutes les divinités, on les retrouve encore, c'est les divinités égyptiennes. Donc, ils cachaient. Ils existent derrière. Jésus derrière. Il met Jésus devant pour que les maîtres voient. Mais il prie Échou ou Ogun. Ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire que les Africains n'ont jamais perdu véritablement leur spiritualité. Par contre, cette spiritualité-là, qu'on le veuille ou non, a été entachée. Donc, on ne peut pas retrouver l'archétype. Elle a été entachée. 5 siècles d'esclavage, de lavage de cerveau, de mépris de soi. Ça va te... Tu vas laisser tu peux pas sortir de là sans séquelles. Il faut la thérapie. Et Fanon a parlé. C'est ça, les damnés de la terre. Donc, on a besoin, ces damnés de la terre ont besoin d'une thérapie. On ne peut pas sortir de cette sauvagerie, de cette barbarie de l'Occident dont parle Césaire dans le discours sur le colonialisme. On ne peut pas sortir de ce larbinisme-là sans laisser les séquelles. Alors, professeur Marc Bruno Mailly, c'est nous les damnés de la terre. Oui. Mais nous avons revendiqué ici que nous sommes aussi les premiers maîtres de l'univers. Nous avons tout en premier, nous avons même la religion de modèle archétypal qui a été copiée de manière d'ailleurs très peu savante. Non, de manière plutôt savante. De manière très savante Oui. par les Occidentaux. Mais vous pensez que nous sommes encore capables de reconstituer ce modèle? Moi, je pense que, en réalité, j'ai l'impression que les choses sont très simples. Pourquoi les Africains éprouvent de la difficulté? Ce n'est pas un problème de bien lire Fanon ou de mal lire Fanon. Voilà. Moi, je me souviens que la première fois que j'entends parler de Cheikh Anta Diop... à la base aussi. Hein? Psychiatre. La première fois que j'entends parler de Cheikh Anta Diop, vu que je n'étais pas un grand lecteur, bien que bon philosophe, c'était en 83. C'est Ezembe qui en avait eu contre... il doit avoir un blanc là, c'est la bulle Tolra qui était venu raconter les choses aussi qui avait énervé. Et je crois que oui, c'est encore quelque part. Oui, il est mort. J'ai lu sur la bulle Tolra. Bon, donc... de la forêt. Oui, dans sa tête de la Tolra, il a un problème. Donc, lorsque Tolra est venu, il avait dénigré ou critiqué Diop. Oui, bien sûr. Et ce jour-là, ils n'étaient pas contents. Et il a parlé, bon, il a fait la même chose à j'avais entendu parler de Diop. Jean-Paul Messina, ils allaient bagarrer. Bon. Donc, une fois que j'ai entendu parler de Diop en 83, je peux dire que j'étais surtout très ignorant de ce dont il était question. En 86, les travaux de Diop m'ont intéressé. Pas parce que ces travaux étaient même bons, mais c'est parce que Eloka avait fait une chose qu'on ne fait pas. Je l'ai vu avec un livre, je dis, mais montre-moi le livre. Lui, c'est comme si mon frère cachait. Or, on ne cache pas quelque chose. Je suis parti chercher pour savoir. Et après, ça fait au moins 40 ans que je travaille là-dessus. Donc, vous voyez que aujourd'hui, je peux parler de ces choses comme si j'avais appris ça. Mais nous venons d'une période où l'obscurité était la chose du monde la mieux partagée. Or, le monde n'avance pas toujours à la même vitesse. Donc, il est normal que si on va au fond, les téléspectateurs peuvent être un peu étonnés, mais à la vérité, il est gênant que dans une université comme Yaoundé, il n'existe même pas un cours de linguistique égyptienne. Or, c'est une langue fondamentale, africaine, pour tout le reste. Il n'existe, c'est-à-dire que quelqu'un peut venir vous parler de culture africaine, et il est essentiellement ignorant de la culture égyptienne et de l'histoire africaine. Donc, j'en passe. Donc, on ne sait pas lire les hiéroglyphes. Non, il faut apprendre. Ça fait 60 ans que le Cameroun est devenu un peu indépendant. Les gens devraient le faire. C'est comme les gens parlent par anglais parce qu'ils attendent peut-être que quelqu'un vienne de leur enseigner. Donc, quand vous êtes dans cette situation, ne vous étonnez pas que ce qui devrait être fait prenne du temps pour être fait.
Parce que si même les universitaires sont aussi en retard que ça, et je ne parle pas de toute l'université camerounaise, si elle est aussi en retard que ça, vous serez étonné que les pasteurs, les prêtres ignorent même ça, et que les gens dans la rue ignorent. En réalité, il y a un travail à la base qui doit être fait, et qui est fait par fort peu de personnes, quand il n'est réellement pas fait. Donc vous comprenez? Professeur Bokani, nous convenons de ce que l'Afrique a donné au monde à penser. L'Afrique a produit des religions. Elles sont fondatrices de l'humanité en général. Mais nous sommes arrivés au carrefour de ces religions. Nous semblons avoir été dépossédés de nos religions. Mais vous reconnaissiez ici que tout est écrit. Qu'est-ce qui empêche donc aux universitaires africains de réinstaurer l'apprentissage de ces choses qui sont déjà écrites? Là, je vais vous raconter mon expérience universitaire. Oui. J'entre en première année, déjà adulte, au département d'histoire. Et vous entrez déjà adulte? Oui, j'ai fait des études assez tardivement, après d'autres études. Et entre autres de théologie, parce que j'ai une formation de théologie. Vous avez même l'allure d'un prêtre, excusez. Ça, je me dire ça. Non. Je suis un fils de pasteur. Voilà. Donc, alors ce cours, mon premier cours d'égyptologie m'est donné par celui qui va devenir mon encadreur dans tous mes cycles d'études, le professeur Kangay Wane. Alors, Kangay Wane nous explique l'Égypte. C'était un proche de Cheikh Anta Diop, et il nous explique l'Égypte par rapport à nous. Le jeune homme féru de Bible que j'étais, qui avait appris de la Bible chrétienne à considérer l'Égypte comme la terre du péché, découvre avec ahurissement. Parce que chez nous d'ailleurs, retourner en Égypte, hein, dans ma langue, c'est aller vers le péché. Ma grand-mère disait, je ne retournerai plus en Égypte. Et moi, je découvre, les Égyptiens, là, c'est moi. C'était comme si on m'enlevait les écailles des yeux. C'est comme la révélation que Martin Luther a eue qui conduit au protestantisme. Si je suis égyptien, qu'est-ce qui s'est passé pour que nous soyons vus comme ça? Alors, de cette étude, un certain nombre de travaux, mes travaux de maîtrise, de DEA, de doctorat, mes publications, parce que j'ai écrit un certain nombre de livres là-dessus, sont revenus pour essayer de voir la parenté que nous pouvions avoir avec cette culture ancienne, et très vieille. Première chose, l'Égypte est importante parce que, comme il l'a dit, c'est ce qu'il y a de plus ancien à l'Afrique, dont nous avons au moins l'authenticité de l'écriture. Ce ne sont pas des traditions qui sont répétées de bouche à oreille dont on peut douter de la fiabilité. Les Égyptiens ont écrit. Alors, comment accéder à cette connaissance? Il vient de le dire ici, là. Il y a, la moisson est abondante et il y a très peu d'ouvriers. Dans mon département, un des rares départements qui enseigne l'égyptologie, je crois qu'il doit y avoir 4 ou 5 ou 6, maximum 6 personnes qui savent lire des hiéroglyphes. Sur 40 enseignants d'histoire. Nous avons ce problème. Le mal est profond. Il est extrêmement profond. Comment l'Égypte a-t-elle réussi à conserver cette richesse linguistique au fil des années? Ils ont écrit? Mais, non. La question est mal posée, déjà, elle est décontextualisée. L'Égypte a existé à une période, dans un cadre géographique donné. Ils ont colonisé leur cadre géographique à partir duquel ils ont rayonné. L'Égypte, quand vous étudiez l'Égypte, c'est l'harmonie d'un peuple avec son milieu. Or, vous avez un système. L'histoire de l'Égypte, c'est l'histoire de tous les peuples voisinants qui accouraient pour manger chez eux. La Bible, c'est l'histoire des peuples affamés qui allaient manger en Égypte. Et l'histoire de l'Afrique actuelle, c'est l'histoire des peuples affamés qui vont manger ailleurs. Vous comprenez? On a donc l'archétype de gens qui n'ont pas la maîtrise de leur environnement. Or, la religion africaine, c'est d'abord l'environnement. L'Africain valorise l'objet. La religion africaine s'exprime à travers l'objet. La hiérophanie. Le culte se fait avec les pierres.
ça se fait avec les plantes, ça se fait avec les animaux, ça se fait avec les hommes. Alors les Africains apprennent, ils cultivent. Lisez Facebook, c'est les querelles des hommes, c'est les querelles contre les objets, c'est les querelles. On valorise le livre, l'idée d'une personne, il a rassemblé, il a mis ça dans un livre. C'est ça. On ne se rend pas compte. Le Christ même lui-même, quand il parlait, il vous montrait les moineaux, il vous montrait les ceci, lui-même montrait cette nature-là. Les Africains en ont peur. Et tout leur culte est centré sur cette nature. Alors vous savez, quand vous avez des gens qui ne savent pas que l'araignée, la migale, quand elle se déplace, elle vous dit quelque chose. Elle passe un message. Elle passe un message. C'est ce que je disais quand des gens ne savent pas que lorsque les oiseaux volent de cette façon, ils disent quelque chose. Jésus-Christ le disait, quand vous voyez les nuages s'amonceler, vous dites que la nature porte ses messages. Oui. Elle les porte. Bon, vous avez une petite, je vais peut-être un peu prendre ça. Cette histoire assez ahurissante de la Bible. Le patriarche des Hébreux, Abraham, reçoit l'oracle de Dieu, que la terre de Palestine, ce sera à lui et à ses enfants. C'est le pays où coule le lait et le miel. Singulièrement, ce pays, il y a de la famine là-bas. Il émigre, il va en Égypte, qui n'est pas le pays de lait et de miel, mais où il va trouver à manger. Encore que je dirais une chose, sans vouloir tellement vous couper. Abraham, c'est le nom d'Abraham là. Mais c'est un mot égyptien. Oui, mais forcément. Bon, mais là, la parenté, les parenthèses sont nombreuses. On peut en trouver. Mais en tout cas, il arrive en Égypte. Ça, c'est ce que le récit dit. Le récit n'est pas égyptien. Il n'est pas égyptien, le récit. Il arrive, il décide de prostituer sa femme. Il a peur. Et bien, la femme est jolie, comme notre collègue là. Cela va sans dire. Bon. Alors, il dit, non, tu vas dire que tu es ma sœur. Bon, alors la femme, elle est la sœur. Bon, le roi apprend qu'il y a une très belle étrangère qui est arrivée. Il arrive, on dit qu'il a donné des ânes, des bœufs, des servants, il a doté. Il a doté Sarah. Il a pris la dame, il l'a ramenée. Et le Dieu d'Abraham, ça c'est la Bible qui dit, se fâche contre le pharaon qu'on a trompé. Et il laisse Abraham qui a trompé. Alors, j'ai posé la question à mes étudiants, mais votre Dieu est juste. Pourquoi il ferait une chose pareille? Tous se grattaient la tête. On cherchait la faute du pharaon. Je dis non. Regardez comment les Africains se mariaient. Il n'y a pas d'Africain qui va contracter un mariage sans consulter des oracles. Les oracles doivent vous dire quelle est la femme que vous prenez. Et le pharaon, qui plus est, qui était le grand prêtre du culte égyptien, aurait dû savoir. Que ce n'était pas la simple sœur. Ça veut dire que Dieu savait. Ce Dieu-là, qui était le Dieu des autres, savait que par son rituel cultuel, le pharaon devait accéder à la vérité et la connaissance. Ça, on revient à la voyance que notre collègue nous a donnée là. D'accord. Nous allons encore interchanger avec nos téléspectateurs. Bonsoir le panel. La religion africaine a un Dieu qui est la nature, qui a ses règles inscrites dans la mate, avec les divinités des eaux, de la forêt, de la terre, qui sont sacrées. Et nous pouvons observer dans la tradition africaine cette vénération. Bernadette Métior, archéologue française, prouve dans ses recherches que les totems découverts dans la civilisation égyptienne étaient retrouvés aussi dans le centre de l'Afrique. Qui peut prouver une religion commune, ce qui peut prouver qu'une religion commune a bien existé. Pour revenir à nos traditions, on a chassé d'abord on doit chasser toutes les églises et faire la promotion de nos cultes. On a dit directement, c'est ce que je dis. Comment fonctionner d'abord avec ce protestantisme très envahissant? Bonsoir Ouro. L'une des émissions télé les plus utiles de tout le Cameroun, la renaissance de l'Afrique ou la vulgarisation de la connaissance africaine. Premier chantier, sortir les aliénés des religions occidentales, plagiées et orientées. Deuxièmement, définir le projet et ses règles de désaliénation. S'il vous plaît, Blériot, invitez aussi Mbok Basson, Belinga de Ngaoundéré. Bon, je ne manquerai pas, mais je vous dis aussi que il y en a qui sont un peu réticents de plus en plus à participer au panel. Bravo au prof sur le plateau, tant pis pour les téléspectateurs ignorants. Belinga, bon, depuis Ngaoundéré.
Très actif. Voilà, il est très actif. Merci pour ce développement sur l'Afrique. Il faudra le faire régulièrement pour éveiller les esprits. C'est l'une des voies de la renaissance de l'Afrique. Bonsoir, monsieur le modérateur. Le professeur Ebose refuse de faire la promotion de son culte ancestral. Comment veut-elle nous encourager à pratiquer les cultes ancestraux percés depuis Kribi? Non, bon. Bonsoir, monsieur le modérateur. Le professeur Ebose ne nous aide pas. Elle veut se fondre... Non. Elle veut se fondre dans quoi? J'aime bien. Non. Bon. Vas-y. Non, c'est moi qui décide de ce que je lis. Oui, bonsoir, chers panélistes. Je reviens pour dire qu'il faut que l'Afrique retourne à ses traditions. C'est avec le retour aux traditions africaines et les rituels que l'Afrique va amorcer le développement. L'enseignement de la religion africaine doit entrer dans les programmes scolaires. C'est une décision politique qui s'avère nécessaire, Léonce depuis EDEA. Alors, vous conviendrez avec moi que nous n'avons pas le temps d'aborder un deuxième chantier, tellement le premier, ça va être vaste, le chantier de la religion. Nous allons continuer dans la suite de ce traitement avec les langues africaines la prochaine fois. Nous en avions pour 90 minutes, nous sommes en train d'aller vers le terme de ces 90 minutes pour ne pas biaiser la question des langues africaines. Achevons avec la question des religions africaines. Vous avez déploré, professeur Bokanye, le fait qu'il n'y ait pas suffisamment de promotion de l'écriture égyptienne. Vous nous signaliez ici déjà. Il y a des archives. Oui. Or, ces archives-là, le professeur Motunde qui vient de nous quitter, déplorait cette situation que lorsqu'il est allé lire pas mal de documents, il s'est rendu compte que le fait de ne pas pouvoir déchiffrer tout ce qui est encore en Égypte ancienne est un obstacle, est un grand obstacle pour la connaissance d'un certain nombre de choses. Parce qu'il y a encore beaucoup de documents et le fait de ne pas avoir les yeux, de ne pas pouvoir lire, n'est-ce pas, l'Égypte ancienne fait en sorte que on est un peu... On est buté, pas qu'on est un peu, on est buté. Mais il y en a qui savent le lire, ils peuvent tout simplement, on peut simplement l'enseigner actuellement. Oui, mais le véritable problème, c'est que c'est des documents millénaristes. Donc, plus vous pouvez, plus vous êtes nombreux à le faire, je veux dire, à l'échelle du continent, mieux ça vaut. Moi, je pense qu'il y a un problème très simple. Oui, professeur. Moi, il me semble que les affaires sont très simples. Ah oui, je vous fais. Je crois qu'on dit, il y a le problème qui dit que nul ne peut se pourvoir de ses propres cultures. Si je rentre même dans mon passé, je vous donnerai un truc. Je dirais une affaire. Le vrai problème des Noirs, c'est qu'il faut qu'ils travaillent. Et ils ne travaillent pas. C'est plus facile d'avoir une idée, de parler, de se faire entendre que de travailler. Il faut que les gens travaillent. On a combien dans la recherche? La recherche en Afrique, c'est ça que je suis en train de dire. Je prends par exemple une chose. Nous sommes aujourd'hui 6 décennies après les indépendances. Vous attendez quoi? C'est-à-dire que quand nous étions jeunes, on apprenait que l'Afrique c'était la littérature orale. Je crois ça qu'on nous enseignait. C'est ce qu'on nous a dit, que c'était une civilisation orale. Moi, avec le temps, le travail, c'est que moi je suis pas littéraire dans Cantofon. Moi j'ai fait toute autre chose. Mais avec le temps, je me suis rendu compte que à force de travailler, il faut vous rendre compte que les Égyptiens ont toute une partie de la littérature écrite africaine qui est là. Vous voulez que qui aille travailler ça? Nous pouvons dire, oh oui, on attend ceci, on attend ceci. Et voilà l'eau. Il faut se jeter à l'eau et nager. Or, les Africains ont une coutume, ils aiment bien la parlotte. Et c'est ça notre problème là. Nous parlons, c'est-à-dire que dans tous les domaines. Je prends un élément très simple. Même quand on ne va pas au fond dans l'analyse structurelle d'une langue et qu'on s'en tient juste à la comparaison de masse linguistique pour essayer de déduire quelque chose. Même ça, en rapport avec l'Égyptien pharaonique, le stock de mots et de volume de choses existantes, les Africains peuvent le faire. Mais les Africains sont quand même... C'est-à-dire que nous sommes... Il faut quand même une volonté politique. Non, attendez. Moi, il n'y a pas de volonté politique. Diop, il n'y a pas de volonté politique. Sauf si chacun de nous, c'est sa volonté politique.
Quand il y a une chose, vous dites je veux savoir ça, vous allez le faire. Si vous vous dites non, moi je préfère vous riez. Vous avez des universités où vous avez des départements de linguistique. En Europe, vous allez peut-être trouver un Européen en linguistique qui va s'intéresser à l'égyptien comme langue. Ils appellent ça comme ils veulent. En Afrique, c'est le trou noir. On ne fait aucun effort. On bavarde beaucoup, mais on ne fait aucun effort. En anthropologie, partout, c'est nécessaire. Moi-même, quand ça m'arrive, je félicite beaucoup, comment on appelle le politologue là, Owen. Mathias. Oui, Mathias. C'est Owen. Je le félicite parce que les efforts qu'il fait pour essayer de comprendre une chose alors qu'au fond, quelque part, il était éloigné de ça. Je le félicite. Bon, les Africains, c'est l'eau, il faut se jeter à l'eau et nager. Vous n'allez pas attendre que pour apprendre l'anthropologie de base d'un continent, on aille faire une réunion politique et dire ça. Non, ça c'est des décisions individuelles. Même en Europe. Professeur Bokani, au niveau universitaire, les curricula ne sont pas définis par l'Africain lambda. Comment vous pouvez faire pour insérer ces enseignements de la linguistique et autres histoires de l'Égypte ancienne? Vous m'embarrasserez, parce que nous risquerons de faire le procès de toute l'éducation, de tout le système éducatif. Bon, nous faisons pas le procès. Est-ce que vous pouvez insérer l'enseignement de la linguistique Nous avons une spécialisation d'égyptologie. C'est même la moins pourvue. Et cette spécialisation, il y a eu un temps avant que je n'arrive dans ce département, elle a été fondue avec le département des civilisations. Il a fallu que j'arrive, parce que mes prédécesseurs n'avaient pas la formation d'égyptologue. Il a fallu que j'arrive, et j'insiste auprès de madame le doyen, de monsieur le recteur, pour leur dire que vous ne comprenez pas l'importance de cette spécialisation particulière. Elle doit être détachée. Et pendant longtemps, pendant tout le temps où elles ont été jumelées, ça a fait du mal aux deux spécialisations. Et maintenant, on commence à réveiller pour essayer d'avoir un certain nombre d'étudiants qu'on peut former dans le domaine de l'égyptologie. Mais nous savons également que lorsque nous faisons des études, elles doivent être applicables à un objet particulier. Je vais vous prendre des domaines d'application très simples sur l'égyptologie. Bon, j'enlève mon cas, moi, qui suis devenu enseignant, parce qu'il manque tellement criardement d'enseignants. Vous prenez le cas. Tous les jeunes là regardent Nollywood. Vous connaissez l'histoire de Nollywood, avec le sorcier africain, avec l'habit rouge, le point blanc là, et le pasteur qui arrive avec sa Bible, qui lance les éclairs, et il détruit le culte africain. Rien de ça n'est exact. C'est-à-dire, les Égyptiens avaient des hiéroglyphes tellement définis. Comment les couleurs même ne sont pas par hasard. Le sens des choses, tout l'Africain porte un sens. Oui, il faut que les gens puissent expliquer. Même quand vous voyez Hollywood, quand les Américains font un western, on vous appelle un historien de l'Amérique, on vous décrit comment on portait le colt comme ceci, on portait l'habit comme ça, et ça vous restitue un décor historique exact. Pourquoi quand les Africains veulent faire pour eux, c'est n'importe quoi, c'est la caricature. Eux-mêmes caricaturent chez eux. Et le pasteur est là avec sa Bible. On ne voit pas tous ces pasteurs adultères, tous ces pasteurs, il a la Bible victorieuse pour la pasteur. Professeur Ebossé, est-ce qu'on va dire que l'Occident a gagné finalement? Non, parce que quand nous jetons notre regard sur l'Afrique... Nous étions au couronnement de Charles. Non, restons dans la religion. Lorsque vous allez au Bénin, le culte vaudou est en face, non? Et l'église... La basilique. La basilique, elle est en face. N'est-ce pas, les deux se regardent comme ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les deux cultes fait le plus foule. Les deux font foule. Parce que le matin, on va là-bas. Le soir, on va de l'autre côté. Et ça a toujours été ainsi. Donc, j'ai posé la question. Qu'est-ce qui se passe ici au Bénin? Au Bénin, mais aussi en même temps au Brésil. Et on m'a répondu clairement. Quand le Christ traverse la route, Échoue le suit. Donc ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire que l'Afrique est têtue. C'est une Afrique qui plie, mais qui ne rompt jamais. On a cru détruire les religions africaines. On a cru détruire la pharmacopée africaine. Et vous avez vu comment, avec le petit virus, les plantes sont sorties de ce continent
C'est-à-dire que les gens se disaient, on avait dit que c'était que le continent est fini, il n'y a plus aucune herbe. On va faire comment? Donc ça veut dire que, quelque part, il faut la volonté politique, il faut la volonté des hommes, c'est-à-dire il faut qu'on y croie, il faut qu'on nous lavions nous-mêmes notre cerveau pour savoir que nous avons encore un potentiel aussi bien spirituel, aussi bien économique, aussi bien politique, aussi bien culturel. Et que si nous nous mettons ensemble, au lieu de rester à discuter qui a la paternité du coquille, on ferait mieux de s'asseoir pour réfléchir comment reconstituer l'archétype. D'accord. Voilà. Professeur Marc Bruno Maillet, nous allons mettre avec vous la clé sous le paillasson. Les religions africaines ont survécu, pas seulement dans les livres, mais également dans les pratiques. Ouais. Et si après autant d'années, elles tiennent le coup encore, on peut espérer qu'elles ne vont pas disparaître. Disparaître est un bien grand mot. Survivre n'en est pas moins. Le vrai problème en Afrique, c'est les hommes. L'Afrique a ceci de particulier, c'est que même si je veux rentrer dans le domaine religieux, nous avons besoin, aussi bien chez les chrétiens, chez les musulmans, que se développe ce qu'on peut appeler une théologie africaine. Or, une vraie théologie africaine doit partir d'éléments endogènes. Oh, bon, ce que les Africains, les théologiens imaginent que c'est l'Afrique, c'est justement le coquille et certaines petites choses. Raconter qu'il y a un Bissémaké à là-bas, il y a un Djengou, c'est ça qu'ils savent. Mais si vous n'allez pas à la recherche de ces choses, ce serait très grave. Faut-il que ce soit au Vatican qu'on décide qu'il faut qu'un théologien africain connaisse sa culture? Bon, il faut que les Africains, nous avons trop été des grands enfants. Il faut que les Africains fassent un petit effort pour dépasser ce stade. Alors, nous pensons qu'avec votre aide, nous allons tenter de reconstruire, même si c'est un petit bris, mais c'est déjà quelque chose. L'Afrique traditionnelle, pour permettre aux Africains d'être d'ailleurs d'abord fiers d'eux-mêmes et de se reconstituer. Merci, cher professeur, de nous avoir accompagnés pendant ces 90 minutes de réflexion. Vous voyez que c'est allé très vite. Nous remercions les Africains du dedans et du dehors, ceux qui nous ont accordé leur attention tout au long de cette émission. La rediffusion de ce programme, c'est tous les mercredis lorsqu'il est 14 h. Et nous serons de nouveau avec vous lundi prochain pour continuer à élucider la question de la Renaissance africaine. Merci de rester scotché sur Info TV au canal 307 et à lundi prochain.